Là, j'appelle le professeur Bénédicte Neven, pédiatre qui s'occupe de l'unité immunohématologie et rhumatologie pédiatrique à l'hôpital Necker Enfants Malades et pour son excellente réputation en fait en matière de transplantation chez les enfants. À vous la parole, Madame Neven, vous avez 20 minutes. Parfait, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Parfait, merci beaucoup. Merci à tous pour votre attention et merci à Aziz pour son invitation. C'est toujours un plaisir d'entendre toute l'énergie que vous mettez dans la prise en charge des patients avec des déficits immunitaires. Donc, je vais essayer de brièvement résumer le circuit des patients pour lequel on propose une allogreffe. Tout d'abord, un bref aperçu. Vous savez que le monde des déficits immunitaires devient de plus en plus complexe. On a un nombre de diagnostics génétiques qui est très, très étendu et qui ne cesse de s'étendre grâce aux moyens diagnostiques qui sont mis à notre disposition. Ces 430 maladies génétiques sont classées en fonction de l'origine du déficit immunitaire et parmi la classification, on s'intéresse en ce qui concerne les indications d'allogreffe, en particulier au déficit immunitaire cellulaire, les déficits immunitaires combinés, les déficits combinés parfois associés à une association syndromique dans laquelle on retrouve parfois très fréquemment le syndrome de Wiskott-Aldrich par exemple. Dans les déficits d'homéostasie du système immunitaire, il y a toutes les pathologies de type HLH qui sont des indications de greffe urgente. Et puis les déficits de la phagocytose, en particulier la granulomatose septique chronique, où les indications d'allogreffe sont croissantes, en particulier ces 10 dernières années. Je vais moi beaucoup me concentrer sur la prise en charge et le circuit des SCID parce que je pense que pour vous, c'est une pathologie vraiment essentielle et je pense que s'il faut démarrer et intensifier un programme d'allogreffe au Maroc, c'est d'abord et avant tout dans cette pathologie. Maintenant, si on s'intéresse davantage au circuit avant la greffe, la première chose, c'est bien sûr de faire le diagnostic de la pathologie et on en dira quelques mots. Poser l'indication de greffe. Dans le cas d'un SCID, l'indication est toujours présente. Le tout est de voir si l'enfant est capable d'affronter la greffe. Le choix du donneur est très important. Le bilan lésionnel de la maladie, en particulier les lésions infectieuses, sont très importantes. Et puis, on va voir comment optimiser la prise en charge des infections et des comorbidités avant greffe. Le SCID, donc c'est une maladie génétique. Ça touche un gène important dans la différenciation des lymphocytes T, plus ou moins des lymphocytes B et des cellules NK. En France, c'est environ une naissance sur 50 000. L'âge de diagnostic, c'est précoce, ça touche des nourrissons. Donc en général, le diagnostic est posé entre 4 et 6 mois. Et c'est une maladie mortelle, telle qu'on l'a rappelé cet après-midi, puisqu'il y a 100% de décès en dehors d'un traitement spécifique, avec une espérance de vie qui ne dépasse habituellement pas 12 mois avant le décès. Le diagnostic, vous en connaissez les signes d'appel. Ce sont des tout petits nourrissons qui multiplient les infections, qui sont soit banales mais répétées, soit d'emblée très graves. La pneumocystose, c'est une porte d'entrée classique ou des infections respiratoires à virus respiratoires, par exemple, le CMV ou d'autres virus respiratoires. La cassure staturopondérale est vraiment très fréquente également parce que ces enfants présentent des épisodes de diarrhée à répétition. La candidose cutanéo-muqueuse chronique est également très fréquente. L'érythrodermie généralisée peut se voir en cas de syndrome d'Omen ou plus rarement en cas de GVH materno-fœtal. Et puis, autre mode de révélation qu'on redoute et qui est malheureusement encore fréquente, en particulier dans le Maghreb, c'est l'infection disséminée par le BCG, qui est un vaccin vivant et qui donne une infection souvent disséminée extrêmement sévère chez ces enfants qui n'ont aucune immunité cellulaire.
Le diagnostic repose sur le taux de lymphocytes. Il y a une lymphopénie, toujours à interpréter avec rigueur en fonction du taux normal pour l'âge. Le phénotypage lymphocytaire qui va confirmer l'absence de lymphocytes T, et puis le dosage des immunoglobulines qui n'est pas toujours facile à interpréter à cet âge de la vie. Autre vignette ou autre symptôme qui aide au diagnostic, c'est l'absence d'ombre thymique. Et on le voyait d'ailleurs très bien tout à l'heure sur l'une des diapositives d'un cas clinique qui nous avait été présenté. Juste pour introduire ce circuit des patients greffés pour déficit immunitaire combiné sévère avec un cas clinique, un petit garçon de 4 mois né de parents consanguins qui a un poids de naissance normal, se présente avec une détresse respiratoire peu fébrile, une polypnée, une oxygénodépendance, une mauvaise presse pondérale puisqu'il pèse à 4 mois 4,8 kg. Il a pris à peine 1,5 kg depuis la naissance, une diarrhée chronique, une candidose, bref, un tableau assez complet évocateur de déficit immunitaire combiné sévère. La radio de thorax confirme la pneumopathie interstitielle, l'absence d'ombre thymique et le phénotypage lymphocytaire montre une lymphopénie profonde avec 330 lymphocytes T, très peu de lymphocytes B et 430 cellules NK. Comment va s'organiser la suite? Et je pense que c'est important, et cela a déjà été souligné cet après-midi, c'est qu'on rentre dans une course-poursuite contre le temps pour arriver à proposer la greffe le plus rapidement possible à cet enfant. La première chose, ça va être d'effectuer un bilan lésionnel. Quelles sont les infections actives? Est-ce qu'il y a une pneumocystose? Et si oui, il faut la traiter avec un traitement par Bactrim curatif, que le pneumocystose soit identifié ou pas. Une suspicion clinique peut suffire à proposer ce traitement. Bien sûr, rechercher les infections bactériennes apiogènes, les infections virales, en particulier les infections ACMV. Lorsqu'une infection ACMV est identifiée, il faudra en faire le bilan d'extension, sans oublier le fond d'œil, la ponction lombaire pour rechercher une rétinite ACMV. Est-ce qu'il y a des virus entériques, des virus respiratoires? Là aussi, je pense que c'est important d'avoir ce bilan pour avoir un bilan, une cartographie infectieuse avant la greffe, rechercher la candidose et la traiter, et bien sûr rechercher des signes de BCG, qu'elles soient locales, loco-régionales ou généralisées. Ces enfants, comme cela a été dit, sont souvent très dénutris lorsqu'ils arrivent, du fait des infections à répétition, du fait de la diarrhée chronique, et donc un bilan nutritionnel est extrêmement important. Et c'est au terme de ce bilan lésionnel que l'on va proposer tous les traitements anti-infectieux et les traitements prophylactiques qui tiennent compte des infections en cours, le Bactrim pour le pneumocystis, le CMV qui nécessite souvent, lorsqu'il y a des signes de CMV maladie. Donc, en ce qu'il y a une atteinte d'organes du CMV, on privilégiera davantage une bithérapie anti-CMV. L'adénovirus est une infection redoutable pour laquelle on est très désarmé. Très peu d'antiviraux sont efficaces. Le cidofovir a une certaine toxicité, voire une grande toxicité, une faible efficacité. Il faudra bien sûr traiter les infections fongiques et puis instaurer une bithérapie en cas de BCG sans infection, voire une quadrithérapie lorsqu'il y a des signes de BCG. Tous ces enfants sont hypogammaglobulinémiques ou s'ils ne sont pas, ils vont le devenir. Donc, il faut substituer en immunoglobulines et donner les prophylaxies antifongiques et antipneumocystis adéquats. Bien sûr, il faut isoler l'enfant, éviter qu'il attrape de nouvelles infections et le protéger des microbes de l'environnement. La prophylaxie du CMV est très importante si l'enfant n'a pas encore contracté le CMV et que la maman est CMV positive. Il est conseillé d'arrêter l'allaitement ou éventuellement de tirer le lait et de le pasteuriser. Et puis, très important également d'assurer la renutrition de l'enfant, le plus souvent via un cathéter central et une parentérale, parce que ces enfants ne tolèrent pas les nutritions entérales. Ensuite, il est important d'avancer sur le diagnostic et dans un premier temps, établir un diagnostic phénotypique qui tient compte du nombre de lymphocytes T, B et NK. Et en fonction de ce phénotype lymphocytaire, on aura 4 cas de figure. Certains skids seront T-, B-, NK+, ou T-, B+, NK-, ou T-, B+, NK+, ou encore T-, B-, NK-.
Ce diagnostic phénotypique est important d'abord pour orienter les recherches génétiques, mais surtout pour réfléchir à la prise de greffe et à la prise en charge autour de la greffe. Ce diagnostic phénotypique est également intéressant et important pour déterminer le nombre de lymphocytes T résiduels. En effet, il peut y avoir dans certains cas, et comme cela a été présenté tout à l'heure, des SCID avec des T présents, diminués mais présents. Et ces T peuvent être soit d'origine maternelle, soit autologues. Lorsqu'ils sont d'origine maternelle, ça a peu d'impact sur la prise de greffe. Par contre, s'il s'agit de T autologues, ça peut favoriser de la non-prise ou le rejet et donc impliquer la nécessité d'un conditionnement. Pour faire la recherche des T maternels, s'il s'agit d'un garçon, on va faire un karyotype ou un FISH pour rechercher, voir si les lymphocytes T sont XX ou XY. Si c'est une fille, il faut faire soit des marqueurs, des tandems rapides sur l'ADN, soit faire un HLA différentiel sur les lymphocytes T. Juste quelques mots sur l'étiologie des déficits immunitaires et sur les différentes causes, parce que ça peut également avoir un impact sur les choix thérapeutiques. Tous les gènes qui donnent un déficit immunitaire combiné sévère sont liés à des gènes qui sont essentiels dans la différenciation des lymphocytes T, qui interviennent très précocement dans la différenciation et dans la thymopoïèse, la lymphopoïèse des lymphocytes. Une grande catégorie de déficits immunitaires sont liés à un défaut sur la voie de signalisation de l'IL2 et de l'IL15. C'est le cas des SCID par défaut en chaîne commune gamma-C ou RIL2 déficit en IL2-RG. Comme vous le savez, l'IL7 est extrêmement important pour assurer la différenciation des lymphocytes T, donc, alors que l'IL15 est très important pour la différenciation des cellules NK. Donc, dans le cas de gamma-C ou JAK3, on aura un déficit T et NK, alors que dans le déficit en récepteur à l'IL7, donc en défaut en IL7 récepteur, on aura un défaut uniquement en lymphocyte T. Autre cause importante, c'est le déficit en recombinaison VDJ. Vous savez que pour faire un lymphocyte T, pour faire un lymphocyte B, il faut que la cellule précurseur recombine son TCR ou son BCR. Et lorsqu'on a un gène essentiel dans la recombinaison VDJ, au niveau d'un gène de la recombinaison VDJ, on va avoir un SCID T-B+, T-B-NK+. C'est l'exemple caricatural de déficit en RAG1, RAG2 ou Artemis, ou encore d'autres gènes importants dans la réparation de l'ADN. Une fois établi ce diagnostic phénotypique, on va faire le bilan HLA et rechercher un donneur dans la fratrie et chez les parents, éventuellement au-delà des parents, chez les frères et sœurs des parents, si la famille est très consanguine et s'il y a des partages d'haplotypes HLA entre les parents. En cas de non-identification d'un donneur dans la fratrie, dans la famille, on interrogera le fichier pour évaluer les possibilités et le timing, le délai pour l'identification d'un donneur de fichier. Et lorsque on n'a ni donneur génoidentique ni donneur de fichier disponible, on s'orientera rapidement vers une greffe haploïdentique. Ce choix du donneur est bien sûr dicté par le HLA et le gold standard reste bien sûr le donneur génoidentique. Les paramètres infectieux sont également importants. Si on a un enfant qui a une infection chronique à CMV, on va privilégier un donneur qui a lui-même rencontré le CMV. Et puis, il y aura également d'autres facteurs mineurs qui seront pris en compte, comme le groupe sanguin, l'âge du donneur ou son sexe, bien au-delà du HLA et des paramètres infectieux. Débute ensuite le circuit du donneur, qui est un circuit très important pour évaluer son état de santé et ensuite remplir les documents administratifs de rigueur, y compris la visite au tribunal de grande instance pour vérifier le consentement du donneur pour donner ses cellules souches hématopoïétiques. Vient ensuite le choix du conditionnement et de la préparation à la greffe, avec une notion extrêmement importante dans la greffe des déficits immunitaires combinés, qui est le fait que le receveur n'a pas ou peu de cellules immunocompétentes, puisqu'il n'a pas de lymphocytes et
pas ou peu de cellules NK, donc peu d'obstacles à la prise de greffe. Et puis d'autre part, il y a également un avantage sélectif des cellules du donneur comparé aux cellules du receveur. Et donc même si on fait une greffe sans conditionnement et qu'on a une prise d'un très très petit nombre de cellules souches hématopoïétiques, CD34, ce sont ces cellules qui vont se différencier en précurseurs lymphoïdes et qui vont permettre de repeupler le thymus et ensuite apporter des lymphocytes circulants au receveur, alors que les cellules hématopoïétiques qui produisent les polynucléaires, les monocytes, les macrophages, les plaquettes, les globules rouges vont rester de type receveur et on aboutit à une situation de chimérisme mixte où l'hématopoïèse est produite par les cellules du receveur et la lymphopoïèse est produite par les cellules du donneur. Et c'est cette combinaison d'une absence de cellules immunocompétentes et de l'avantage sélectif des cellules du donneur qui permettent d'envisager une greffe sans conditionnement chez ces enfants qui ont un déficit immunitaire combiné sévère. Là, comme je vous le disais, la greffe génoïdentique reste le gold standard et quel que soit le type de déficit immunitaire combiné sévère, T-, B+, NK- ou NK+, on peut envisager une greffe sans conditionnement avec une bonne reconstitution immunitaire T et dans 30% des cas environ, une absence de reconstitution B. Donc des enfants qui vont devoir rester sous substitution immunoglobuline, mais ce qui peut être un moindre mal, je dirais, étant donné le pronostic de cette pathologie. Quand on n'a pas de donneur génoïdentique, un donneur phénoïdentique peut être une alternative, mais là, la question du délai intervient. Il ne faut pas attendre pour envisager une greffe. Et dans ce cas, on se tournera alors vers un donneur haploïdentique avec les difficultés qui ont été rappelées par Mounia, qui concernent la nécessité de prévenir la GVH par une déplétion qui peut être in vitro, qui est complexe, qui nécessite des unités de thérapie cellulaire très performantes, ou une déplétion in vivo par les nouvelles approches de greffe par endoxant post-greffe qui peuvent être des alternatives très intéressantes, y compris pour, dans la situation qui est la vôtre au Maghreb. Lorsqu'on est confronté ou quand on doit faire le choix d'une greffe haploïdentique, quand on n'a pas de cellule T, pas de cellule NK, on peut toujours faire le choix de faire une greffe sans conditionnement, mais lorsqu'il y a des cellules NK, la greffe sans conditionnement n'est pas recommandée parce qu'elle aboutit habituellement à une prise de greffe lymphoïde extrêmement modeste, voire pas de prise lymphoïde et un échec de greffe. Donc voilà le circuit, je dirais, d'un patient greffé, enfin, qui est candidat à une allogreffe de moelle osseuse pour un déficit immunitaire combiné sévère. La règle d'or, vous l'avez compris, c'est d'aller vite. Et lorsqu'un enfant est diagnostiqué dans notre unité avec un déficit immunitaire combiné sévère, qu'il nous est transféré, on essaye en général que la greffe soit proposée dans les 3 à 4 semaines qui suivent son admission. Ce qui nous laisse peu de temps pour faire les typages HLA, choisir le donneur, effectuer le bilan du donneur, traiter les infections, renourrir l'enfant. Donc c'est vraiment une course contre la montre pour que chaque étape soit la plus efficace et organisée le plus rapidement possible. Quand on a un donneur génoïdentique en particulier, il ne faut pas nécessairement avoir le contrôle des infections en cours et bien souvent on n'arrive pas à contrôler les infections. Quand on a un SCID qui a une infection à CMV ou une BCG, c'est très difficile d'obtenir la rémission de ces infections et donc c'est la greffe et la reconstitution immunitaire rapide en post-greffe qui assurent le contrôle de l'infection et donc il ne faut pas perdre de temps et aller vers la greffe même lorsque l'enfant a une infection active. La cinétique de reconstitution immunitaire sera évidemment extrêmement importante à monitorer et elle est extrêmement rapide lorsqu'on fait une greffe en situation génoïdentique. Cela a été très largement souligné, mais c'est très important de le dire. Mener une activité d'allogreffe de moelle osseuse nécessite une prise en charge pluridisciplinaire où chaque acteur trouve sa place et chaque place est absolument essentielle, que ce soit du diagnostic, du laboratoire de diagnostic qui assure le diagnostic
phénotypique, génotypique de ces enfants, le laboratoire HLA, le laboratoire de thérapie cellulaire, la pharmacie, le médicamenteux, les monitorings microbiologiques. Donc, il faut vraiment une prise en charge multidisciplinaire pour pouvoir monter correctement une activité d'allogreffe. Néanmoins, les résultats sont excellents. Je vous partage avec vous les données non publiées encore de la dernière analyse rétrospective européenne sur plus de 300 patients avec diagnostic moléculaire établi. Et vous voyez que donneurs génoidentiques ou donneurs phénoidentiques confondus, on est à pratiquement 90% de survie à 2 ans, ce qui est vraiment excellent. Les résultats avec un donneur alternatif, donc soit haploïdentique, soit mismatch de fichiers, sont autour de 75%. Donc ces résultats continuent de s'améliorer au fur et à mesure des décennies et c'est vraiment très, très encourageant. Cette courbe de survie a également déjà été montrée. Je vous montre sur la droite les données européennes non encore publiées. Et comme cela avait été montré par les Américains, on retrouve un impact très important sur la survie globale de l'état clinique de l'enfant. Et en particulier de son status clinique. Les enfants qui ont une infection active à la greffe ont une survie globalement moins bonne comparée aux enfants qui n'ont pas d'infection active, la courbe en bleu, au moment de la greffe. Mais néanmoins, ces résultats restent très encourageants et doivent vous encourager à poursuivre tous les efforts que vous menez. Quelques mots sur les déficits immunitaires combinés très très vite si j'en ai le temps. Ce sont des maladies beaucoup plus complexes, très hétérogènes sur le plan clinique, très hétérogènes sur le plan génétique. Sur le plan clinique, ils vont bien sûr présenter des infections et un cortège d'infections répétées ou sévères, mais ils peuvent également présenter des hyperplasies lymphoïdes, des granulomes, souvent dans des contextes d'infection chronique et de véritables lymphoproliférations ou lymphomes. Donc, ce sont des patients complexes. Par ailleurs, ils ont beaucoup d'auto-immunité, des cytopénies auto-immunes, des maladies inflammatoires du tube digestif qui compliquent la prise en charge de ces patients et qui expliquent que globalement, la survie et le devenir à long terme des patients avec déficit immunitaire combiné est moins bonne comparée aux autres déficits immunitaires, que ce soit les déficits B ou les déficits de l'immunité innée en rouge. Pourquoi ces greffes sont-elles difficiles? Eh bien, je l'ai dit, ce sont des malades complexes qui ont de multiples atteintes d'organes avant greffe, des infections souvent chroniques et récurrentes. C'est ces infections qui font le lit d'altérations des organes tels que le poumon, le tube digestif, l'atteinte rénale qui peut être liée à des infections, des toxicités médicamenteuses, etc. Très souvent, ces enfants ont des infections actives et en particulier virales à la greffe. Ils ont une immunité résiduelle et donc il y a un risque de rejet. Le conditionnement est indispensable chez ces enfants et leur état très inflammatoire à la greffe fait qu'ils ont un taux de GVH important. L'exemple caricatural de ces difficultés, c'est le déficit en HLA de classe 2, tel que l'a démontré ou tel que l'a présenté Monia. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire et de progrès à faire sur la prise en charge de ces déficits immunitaires combinés. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis toute disposée à poursuivre avec les questions et la discussion avec vous tous. Merci beaucoup, Madame Leven. Je suis vraiment désolé, mais le président m'a demandé d'abréger la session, d'arrêter la session parce que là, on a empiété un petit peu sur la session suivante.